Vous pouvez aussi lever la main, mais je crois que je vais avoir de la difficulté à gérer tout ça en même temps. J'ai Josiane qui est là quand même pour m'aider. Donc, c'est parti, on enregistre. Parfait. Alors, il est 13h01. J'ai envie de dire bonjour à tout le monde et puis officiellement, bienvenue à cette présentation. Et puis, on va commencer. En fait, Ludovic va nous partager tout de suite l'agenda. Pendant que Ludovic va partager l'agenda, j'aimerais juste vous donner un petit peu des instructions pour aujourd'hui. Ça va durer à peu près 1h30. On est une trentaine de personnes, donc on vous demande, si possible, à part les présentateurs, de fermer vos micros et puis d'utiliser le chat pour les questions. Comme ça va être plus facile s'il y a quoi que ce soit. Par contre, on va avoir 2 périodes de questions, comme vous pouvez voir ici à l'agenda. Donc, on va commencer avec une première présentation sur l'écosystème global, une présentation de Québec Innove. C'est M. Ludovic Soussis, le directeur des communications de Québec Innove, qui va faire la présentation. Il va être aidé de Véronique Perrault, qui est conseillère à l'innovation chez Québec Innove également. Et Véronique a déjà été conseillère, travaillé dans un CLD, donc elle a une petite notion des questions qu'on avait et des interrogations, des types de questions qu'on pouvait avoir. Donc, on espère que la présentation sera appropriée. Ensuite, ça va être suivi, après la présentation qui va durer à peu près une vingtaine de minutes, d'une dizaine de minutes de questions pour cette partie-là. Et on enchaîne ensuite avec les CCTT, qui est un des volets, si on veut, de l'écosystème de l'innovation. On va en présenter 2 aujourd'hui. Donc, on a choisi de concert avec les CCTT de la région de Chaudière-Appalaches pour débuter. 2 CCTT qui vont nous présenter un peu comment fonctionne Synchronex, c'est-à-dire l'organisme qui gère un peu tout le trafic dans les CCTT et qui vous aide à vous orienter dans le système. Et ensuite, donc, M. Dessureau, qui a une longue expérience avec l'équipe de Synchronex. Là, je suis rendue à ma réunion. Bonjour, Mme Pouliot. On vous demanderait de mettre votre micro sur mute. Merci. Donc, alors, M. Dessureau va commencer la première présentation d'une quinzaine de minutes. Donc, il va vous parler un petit peu de comment fonctionne le CRVI et puis des exemples de cas à succès, comment travailler également avec les CCTT. Et ça va être suivi d'une présentation de Transbiotech. Donc, le directeur général, M. Luc Fournier, va nous parler un peu comment on peut travailler mieux avec Transbiotech. Ça va être suivi ensuite d'une période de questions, encore là une quinzaine de minutes. Et le tout devrait être terminé à 14h30. Donc, je demanderai à Ludovic, si tu veux bien commencer. Bonjour tout le monde. Je vois qu'on est presque une trentaine. Je tiens d'abord à remercier Michel pour l'invitation, les gens de Chaudière-Appalaches économique, des MRC et du CA. Là, ça nous fait vraiment plaisir à Véronique et à moi de pouvoir vous présenter l'écosystème de l'innovation, donc un mot un peu complexe, là, mais aussi les services finalement de Québec Innove. Puis j'en profite pour saluer Yves et puis Luc, qui sont des directeurs généraux de CCTT, qui sont des membres chez nous. Alors, on ne se voit pas souvent en vrai, mais souvent en webinaire ces temps-ci. Alors, ça me fait plaisir de vous voir. Puis j'ai hâte de vous entendre également. Alors, j'ai une présentation qui va durer une vingtaine de minutes. Et puis, ensuite, on s'attend vraiment à recevoir des questions de votre part, là, que ce soit un échange entre vous et nous. Alors, Québec Innove. Québec Innove, c'est un organisme qui a été créé il y a environ 2 ans dans sa forme actuelle, 2 ans et demi là, dans sa forme actuelle, pour remplir un trou qui existait ou un trou là, dans l'écosystème de l'innovation ou dans le portrait de l'aide aux entreprises entre les entreprises et les organismes de recherche. Il y avait un intermédiaire national qui manquait finalement. Donc, il y avait beaucoup d'organismes comme les vôtres, des organismes de développement économique locaux qui cherchaient à référer les entreprises, mais n'avaient pas d'intermédiaire national et finalement à la demande là, de l'ensemble des CCTT, des universités, de ceux dont je vous parlerai qui sont nos membres, le ministère de l'Économie, 2 ans et demi, a mis sur pied finalement une structure qui est devenue indépendante par après, qui s'appelle Québec Innove. Et puis, on est en quelque sorte là, la première équipe là, de ce nouvel organisme-là. La PDG qui est en place, c'est la première PDG de l'organisation. Moi, je suis là depuis un peu plus de 18 mois.
mais je suis le premier à occuper le rôle que j'occupe dans le cadre de l'organisme. Donc, ce n'est pas un organisme qui a beaucoup d'histoire, mais on représente des gens qui sont, nos membres, là, qui sont notre matière première, dont je vais te parler dans quelques instants. Ce sont des gens qui, eux, ont beaucoup d'histoire, et nous, on est un peu une couche facilitatrice pour les entreprises, mais aussi pour les autres intermédiaires économiques comme vous, dans l'écosystème d'innovation. Quand on parle d'écosystème, il faut surtout parler des entreprises, parce qu'il n'y aurait pas d'écosystème entrepreneurial ou d'innovation s'il n'y a pas de business, s'il n'y a pas d'entreprise, surtout des PME, surtout dans votre coin, là, dans Chaudière-Appalaches, des PME, surtout manufacturières, qui sont là. Il y a 5 catégories d'acteurs autour des entreprises, qu'importe où on est, qu'importe la région. Il y a les gouvernements, vous le voyez en haut à gauche. Il y a les organismes de financement. Puis ça, c'est souvent des organismes qui sont nationaux. Vous connaissez BDC, vous connaissez EDC, vous connaissez Investissement Québec, les banques, les anges investisseurs, les fonds d'investissement. Vous connaissez le Fonds de solidarité FTQ avec ses branches régionales, même affaire avec le Fonds d'action, Capital, Desjardins Capital de risque. Bon, les institutions financières sont là. Il y a aussi, puis surtout pour les startups, ce qu'on appelle des family office ou des fondations économiques qui agissent dans l'investissement de capital de risque, mais qui ont une structure là, un peu particulière d'optimisation fiscale, mais existent. Donc, il y a ces catégories d'organismes de financement avec lesquels vous avez des liens. Il y a aussi les regroupements d'affaires, et ça, vous les connaissez, les grappes industrielles, les associations d'affaires sectorielles, les manufacturiers exportateurs de ce monde, vous les connaissez, ces gens-là. L'ADRIC, on connaît tous l'ADRIC. Il y a les chambres de commerce, hein, il y en a 130 au Québec, je pense, des chambres de commerce. Alors, ce sont des regroupements d'affaires qui ont des membres en soi et qui font des offres de services particulières, qui font un peu d'accompagnement auprès de leurs membres. Puis les membres, ce sont encore là les entreprises. Il y a les organismes de soutien, puis vous en êtes. Dans votre région, dans chacune des régions, il y a un écosystème différent en matière d'organismes de soutien. Il y en a qui ont des accélérateurs et des incubateurs plus forts, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Il y a des créneaux et des pôles d'excellence que vous connaissez, il y en a dans votre région. Je pense que c'est en plasturgie dans votre région, le créneau d'excellence. Il y a des Living Labs, on en parlait tout à l'heure. Il y a des consultants, il y a des firmes de services professionnels. Il y a les MRC, il y a les CAE, qui sont des organismes de soutien. Puis parfois, les organismes de soutien sont aussi des organismes de financement. Parce qu'il y a des organismes qui ont plus qu'une mission. Il y a une mission d'accompagnement et une mission de financement. Investissement Québec en fait partie. Les CAE en font partie. Alors, vous les connaissez. La cinquième catégorie d'acteurs, quand je vais vous le dire, puis là, vous le voyez en haut à droite, vous dites, ben oui, c'est vrai, mais on l'oublie souvent. Les organismes de recherche et de financement. Là, c'est compliqué parce que les entreprises, lorsqu'elles ont des besoins, elles viennent vous voir, là, puis c'est une entreprise en fabrication manufacturière, font des chaises, par exemple. Peut-être qu'ils font des chaises avec du bois, puis qu'ils ont besoin d'un type de peinture particulier, mais peut-être qu'ils veulent juste procéder à un nouvel assemblage, à une nouvelle méthodologie d'assemblage. Il y a des gens dans cet écosystème-là que je vais vous présenter à la prochaine slide qui peuvent les aider. Mais ça représente 14 000 chercheurs et experts, l'écosystème de la recherche collaborative au Québec. Juste dans les membres de Québec Innove, on a 125 membres. Puis vous voyez la déclinaison, il y a des universités, les sociétés de valorisation, il y a les 59 CCTT, il y a les regroupements de recherche industrielle, les centres de recherche. Mais comment vous, comme professionnels du développement économique, comme professionnels dans des organismes de soutien, vous pouvez connaître 14 000 chercheurs, même 125 contacts dans 125 associations? Ce n'est pas votre travail de faire ça. C'est notre travail de faire ça. C'est pour ça qu'on a été créé. Pour être cet intermédiaire national entre vous, qui êtes des organisations de développement local, avec les entreprises et tout l'écosystème de la recherche. C'est pour ça qu'on existe. C'est pour avoir des liens avec des gens comme vous, avec des organismes de financement, avec les différents ministères appropriés, avec les regroupements d'affaires. On a des liens avec la Fédération des chambres de commerce, avec toutes les grappes industrielles qui existent, avec les associations d'affaires. Donc ça, c'est le mandat qu'on a eu, c'est d'accélérer finalement, d'accélérer l'accès aux entreprises vers l'écosystème de la recherche, mais aussi vers le reste de l'écosystème entrepreneurial. Parce qu'il y a souvent, puis je vais vous le montrer tout à l'heure,
des entreprises qui vont chez vous, qui n'ont pas nécessairement besoin de vos services, ils ont besoin de nos services. Il y a souvent des entreprises qui vont chez nous, qui n'ont pas besoin de nos services, ils ont besoin de votre service. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on se connaisse, qu'il y ait des liens entre les différents types d'acteurs qu'on vous présente sur cette slide-là. Parce que c'est vrai que l'écosystème entrepreneurial, entre guillemets, il est compliqué. Tout le monde le dit qu'il est compliqué. Mais ce n'est pas grave qu'il soit compliqué. L'important, c'est qu'il fonctionne. Parce qu'un avion, c'est compliqué. En soi, là, ça prend des ingénieurs, du développement, ça coûte des dizaines de millions de dollars fabriquer un avion. L'important, c'est que ça fonctionne. C'est que chacun sache quel est le processus pour qu'il fonctionne, cet avion-là. C'est un peu ça, l'écosystème de l'innovation et de l'aide aux entreprises. Québec Innove, comme je vous disais, c'est un organisme qui a été créé il y a 2 ans et demi. Et puis, les 125 membres, donc, qui sont à gauche, ce sont les membres fondateurs de Québec Innove. Quand on a été créé par le MEI, on est un organisme indépendant depuis 2 ans et demi, mais on a été quand même créé par le ministère, on est financé par le ministère de l'Innovation et de l'Économie. Ce sont les membres fondateurs ou ce sont les organismes de recherche. Vous connaissez le MILA, vous connaissez le CRIC, vous connaissez dans certains secteurs des centres plus spécialisés. Pensons au COREM en extraction minière. Vous êtes beaucoup dans le manufacturier dans votre région, fait que c'est beaucoup le CRIC là, qui travaille avec les manufacturiers. Je sais que dans votre région, il y a aussi, un membre qui s'appelle ACER, qui est un centre de recherche en expertise acéricole, donc pour les producteurs de sirop d'érable. Donc, on en a 32 de ces membres-là. On a 18 universités. Toutes les universités du Québec sont membres chez nous. Et on a des répondants dans chacune des universités qui connaissent leurs institutions. Alors, quand Véronique et toute l'équipe d'innovation qui reçoit des appels des entreprises se posent des questions ou veulent savoir si telle université a telle expertise, on appelle nos répondants, eux vont faire des recherches, puis ils nous reviennent, puis on est capable de mettre les entreprises en lien avec les bonnes personnes rapidement. Il y a aussi les CCTT. Ça, c'est intéressant pour vous autres, les CCTT, parce que, puis on le dit souvent, là, les CCTT, c'est un peu comme le bras droit des PME en matière de R&D. Un CCTT, ça a 3 missions, puis là, je ne veux pas se couper Yves et Luc, là, qui vont en parler tantôt. Le CCTT, ça a 3 missions. C'est de faire du transfert de technologie, c'est de faire de la recherche et de développement, puis c'est de faire de la formation de main-d'œuvre. Et puis, c'est probablement le centre de R&D en impartition qui est le moins cher sur le marché pour les entreprises, puis qui va avoir les résultats les plus probants parce qu'il y a des chercheurs, des gens avec des doctorats, des équipes de professionnels très dédiés, puis souvent très sectoriels, qui vont travailler de pair avec l'entreprise, qui vont aller vite, au rythme que l'entreprise veut aller. C'est ça, c'est très important parce que le rythme, c'est souvent ce qui est le plus demandé par l'entreprise, puis on va revenir après. Et ensuite, les CCTT font la job, travaillent avec le client pour développer l'innovation, mais ils vont transférer la propriété intellectuelle et l'expertise, puis ils vont même former le monde dans l'usine, dans l'entreprise en question, pour que l'entreprise devienne indépendante dans la gestion de sa nouvelle innovation. Puis après ça, il peut y avoir du back and forth normal là, pour de la maintenance, etc. Mais les CCTT sont très agiles pour travailler, surtout avec les PME, dans des délais qui sont, comment dire, plus de court terme, dans des délais plus terre à terre, plus business. C'est pour ça qu'on va parler de 3 ou 4 types de membres chez nous. Il y a les organismes de recherche qui sont très, très sectoriels. Pensons à FP Innovation, qu'on connaît un peu, là, souvent on en a entendu parler, qui sont dans l'industrie forestière. Bien, eux, ils vont travailler, ils sont financés en partie par l'industrie forestière pour travailler sur des grands projets de recherche à long terme. Même affaire sur le COREM en extraction minière, même affaire sur le MILA en intelligence artificielle. Ils sont plus dans le fondamental appliqué pour l'entreprise. Parce que l'entreprise, c'est, mettons, 80% de leur chiffre d'affaires. Ensuite, il y a l'université. L'université, c'est une autre ballgame complètement. L'université, sa vraie mission, c'est de produire du savoir. Sa mission alternative, c'est de faire des projets avec des entreprises au besoin. Puis parfois, ça va être, parfois, ça peut être sur des projets de 3 à 6 mois, mais c'est rare. C'est souvent sur des projets à plus long terme, puis souvent, ils vont passer par les RSRI, puis là, c'est toute une mécanique d'appel à projet avec de l'argent qui vient de plusieurs fonds subventionnaires.
Et ensuite, il y a les CCTT dont je vous ai parlé. Ça, c'est vraiment plus. L'entrepreneur appelle Québec Innove ou appelle Synchronex, on leur dit ah, ben il y a le CCTT qui pourrait vous faire ça, qui pourrait travailler avec vous parce que votre délai est plus à court terme. Fait que Véronique et l'équipe d'innovation et développement, une des premières questions qu'elles vont poser aux entreprises, c'est connaissez-vous votre besoin? C'est super important. Deuxièmement, c'est quoi les délais de réalisation que vous voulez? C'est quoi votre ambition? Est-ce que vous voulez que ce que vous fassiez, est-ce que vous voulez développer soit sur le marché dans 6 mois ou dans 3 ans? Parce que ça change le type de partenaire avec lequel on va le matcher, c'est cette question-là. Il y a un autre acteur, puis celui que vous voyez en bas à gauche, les OIIS. Il est marqué 4, je n'ai pas mis à jour, là, il y en a 3 finalement. Le CIFRIO a arrêté ses activités la semaine dernière. On voit dans le cadre de la crise qu'on a vécue et qu'on vit encore, les modèles d'affaires sont en grande transformation dans les entreprises pour 3 raisons essentiellement. Le télétravail a changé les modèles d'affaires, à la fois internes mais externes, donc les relations avec nos employés puis avec nos clients. Donc, le numérique, deuxièmement, est plus important que jamais pour les entreprises qui veulent continuer leur activité de manière solide. Puis troisièmement, la gestion des ressources humaines, dans un cas où il y a énormément de chamboulements, dans un cas où il y a de l'incertitude et il y a beaucoup de changements, ça requiert ce qu'on appelle de l'innovation sociale. Ça requiert une innovation organisationnelle. Puis on a des membres qui font de la recherche, précisément de la recherche collaborative. Tous ceux dont je vais vous parler, on parle de recherche collaborative. Donc, on a des membres qui vont travailler avec les PME, avec les grandes entreprises pour les aider dans tout ce qui s'appelle transformation numérique, tout ce qui s'appelle transformation organisationnelle, gestion des ressources humaines, gestion du stress, etc. Il y a des recherches qui se font là-dessus, puis ça, c'est le volet appliqué à ce niveau-là. Il y a même des CCTT qui travaillent à cet égard-là, là, en pratique sociale novatrice, comme on dit. Il y a des organismes de recherche. Les organismes de recherche, les CCTT, les universités, c'est plus sur du, on va dire, en général, plus sur du hard, et puis sur du dur. Et puis les OIIS sont plus sur du soft, les soft skills, plus sur des éléments un peu moins tangibles, mais tout aussi importants, surtout dans des moments comme on vit présent. Puis en parallèle de ça, Québec Innove a 80 membres issus des entreprises. Depuis 1 an, on a changé nos règlements généraux et on est en recrutement d'ambassadeurs, des ambassadeurs des entreprises de tous les secteurs d'activité, de toutes les tailles, de toutes les régions, pour avoir une représentativité de l'écosystème entrepreneurial du Québec. Donc, on est un organisme qui a 125 membres de recherche. Dans quelques mois, on va avoir 125 membres issus des entreprises. Pourquoi? Pour être capable d'être un sounding board pour les différents gouvernements, d'être un lieu de consultation puis de concertation quand on parle de certains enjeux. On l'a fait dans le cadre de la relance. On a créé un comité, on a lancé des sondages, on a fait des recommandations aux différents gouvernements. On a eu des ministres qui sont venus parler à nos membres, ambassadeurs et entreprises. Alors, puis il n'y a aucun autre réseau au Québec et même au Canada qui a cette capacité-là hybride de rassembler autant les entreprises que les centres de recherche. Pourquoi? C'est pour créer des nouvelles opportunités pour le Québec. C'est ça notre objectif. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est comment vous pouvez aider vos clients, comment vous pouvez aider les entreprises qui vous appellent ou qui sont chez vous et qui ont des projets d'innovation. Alors, nous, ce qu'on veut vous dire comme message, c'est qu'on existe pour être dans votre boîte à outils. On existe pour aider les entrepreneurs, puis là, je vais paraphraser ma collègue Véronique, on existe pour aider les entrepreneurs à passer à l'action en trouvant les bons partenaires. Parfois, ça va être une équipe de partenaires. Ça ne va pas juste être Yves, ça ne va pas juste être Luc qui vont travailler. Ils vont travailler peut-être ensemble, peut-être pas tous les deux ensemble, ils vont peut-être travailler avec d'autres joueurs, peut-être une équipe avec une université, peut-être une équipe avec un centre de recherche, puis un CCTT. Puis ils vont tous agir à des niveaux différents. Puis vous, c'est une poutine qui ne vous intéresse pas tant que ça, mais il faut que vous le sachiez. Là. Vous pouvez nous appeler et dire hey, « moi, j'ai telle entreprise qui est une entreprise laitière qui vise à… » Puis là, il vise à accélérer un processus là,
on est allé en visiter une au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une entreprise laitière. Finalement, c'est une ferme où il y avait peut-être 80 vaches. Et puis, ils avaient fait affaire avec Agrinova, un CCTT en agriculture, pour automatiser des plateformes où le fumier pouvait quitter l'étable. C'est où? Salut, je suis dans un webinaire déjà. Oui, oui. On va te mettre sur mute, Suzanne. Et il y a d'autres exemples un peu partout. Puis Luc, Yves et moi aussi, je vais vous en parler. Mais la manière dont ça fonctionne, puis c'est très important que vous sachiez le processus. Nous, on va recevoir un appel de votre part, dire on a un client qui a besoin d'aide. Soit vous nous parlez de votre client, puis on vous donne les références à vous. Mais on préfère aussi savoir c'est quoi le nom de l'entreprise parce que nous, on est capable ensuite de faire des statistiques et puis d'agréger tout ça, puis de présenter ça au ministère pour ensuite évaluer les besoins de chacun des écosystèmes. Ou soit on lui parle nous-mêmes. Et puis après ça, on vous fait des rapports à vous, etc. L'important, c'est qu'on développe une relation entre vos équipes et la nôtre pour que la confiance soit là, puis vous sachiez que quand on travaille avec vos clients, bien, on travaille finalement dans le même intérêt, vous et nous. On travaille pour que le client trouve les bonnes ressources en matière d'expertise, mais les bonnes ressources en matière de financement aussi. Ça, c'est les deux éléments qui nous distinguent. On a tout ce réseau-là de membres là, qui sont 14 000 chercheurs dans les 5-6 types de membres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Puis on travaille tant avec des grandes entreprises qu'avec des PME, qu'avec des OBNL, tant des entreprises qui ont des projets très court terme que des entreprises qui veulent rêver l'avenir. Mais nous, on va les référer aux bons joueurs. Ensuite, on va faire des suivis après 3 mois, après 6 mois, pour savoir est-ce que vous avez vraiment travaillé avec telle personne. Mais une fois qu'on sait qu'ils ont été mis en contact avec les personnes qui, selon nous, sont les bons joueurs, l'accompagnement, le day-to-day business, l'accompagnement de projet, c'est Jocelyn chez Mécanium, c'est Yves et puis c'est Luc qui vont faire le suivi puis qui vont travailler au quotidien avec les entreprises puis qui vont les aider à la fois dans la réalisation de leur projet, mais aussi s'ils veulent appliquer à X, Y, Z programmes gouvernemental, des programmes de levier économique, là, parce qu'ils travaillent avec eux, c'est ces équipes-là qui vont se dédier pour écrire un projet de recherche avec l'entreprise ou pour accompagner l'entreprise dans ce qu'on appelle le paperwork. Là. On essaie qu'il y en ait le moins possible, que ce soit le plus fluide possible, mais nos CCTT, nos universités, nos membres ont des gens dédiés pour faire ça. Nous, on est des aiguilleurs, puis on est aussi des conseillers d'affaires. Parce qu'avant de les aiguiller, il faut savoir quels sont leurs besoins réels aux entreprises. Et puis, vous allez voir, ce n'est pas tout le temps de l'expertise. En fait, c'est parfois même, dans le cadre des cas, du financement. Pour votre information, là, on a eu 400 demandes pour des projets d'innovation qui nous ont mené à faire 534 aiguillages l'année dernière. Ça, c'est plus du double que l'année précédente. Puis je vous rappelle qu'on a 2 ans là, comme organisation. L'objectif, c'est d'augmenter année après année puis d'arriver à un rythme de croisière de plus de 500 entreprises, peut-être même 1000 entreprises par année qu'on peut aiguiller dans l'écosystème de la recherche. Et on les aiguille tant dans l'écosystème de la recherche, mais souvent, on les aiguille vers d'autres acteurs aussi. Puis, nos chiffres sont relativement proportionnels aux chiffres du Québec. Hein. Il y a 42 de nos demandes, vous le voyez en bas à droite, là, qui proviennent de l'île de Montréal, 17 de la Montérégie. Ça, c'est à peu près le poids économique de chacune de ces 2 régions-là. Et pour Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, les 2 ensemble font 15 c'est à peu près le poids économique de ces 2 régions-là au Québec aussi. Donc, on a nos appels les demandes qu'on a proviennent d'un peu partout au Québec, relativement proportionnellement finalement à la démographie industrielle du Québec. Là. Et puis ça c'est quand même important pour vous. C'est vraiment dans tous les secteurs. Nos membres travaillent dans tous les secteurs, mais on les aide beaucoup en matière il y a beaucoup de demandes en matière d'intelligence artificielle, d'accélération de processus 4.0. C'est pour ça qu'en matière de fabrication, en matière de matériaux, en matière de télécommunication, il
il y en a beaucoup des demandes. On en a beaucoup aussi en matière de santé, en matière d'agriculture, qui sont aussi, surtout, je parle d'agriculture ou de manufacture, là, des secteurs très, très forts chez en Chaudière-Appalaches. Et puis, bon, ça, c'est vers qui on les a référés en général. Sur les 1000 références, parce qu'on a reçu plus que 450 appels, là. On a reçu près de 1000 appels, mais on en a référencé 534 vers notre écosystème de recherche. Mais les autres, on les a référencés vers des partenaires comme les vôtres. Parce que ça se peut qu'il y ait des entreprises dans votre région qui ne vous connaissent pas, qu'on veut les référer vers vous, vers vos services. Puis, c'est ce qu'on a fait, là, vers 450 des 1070 références qu'on a fait sont vers des partenaires de l'écosystème, des incubateurs, des chambres de commerce, des comptables, etc., des gens des MRC comme vous, des gens des CLD. Alors, voilà. Il y a 52 % des entreprises qui nous ont appelés qui avaient besoin d'expertise. Puis on les a référés, comme je vous ai montré tout à l'heure. Il y a quand même 23 % qui avaient besoin, un quart qui avait besoin d'aiguillage, mieux comprendre comment ça se passait le financement. Quel type de financement peuvent être appropriés à leurs besoins. Puis souvent, ils ont besoin à la fois d'expertise et de financement, mais souvent, ils ont aussi besoin uniquement de financement. Donc, on les réfère vers les différents programmes qui existent à gauche et à droite. Il y en a des programmes. En fait, il y en a, certains même disent qu'il y en a trop. Ça, c'est un autre débat qui est peut-être plus politique ici. Mais c'est important qu'il y ait des joueurs comme Québec Innove ou comme d'autres associations qui connaissent les programmes pour être capables de les référer. Et puis, simplement, vous, ce qui vous intéresse, c'est à gauche. Qu'est-ce qu'on offre comme avantage? Bien, on est une porte d'entrée qui simplifie l'accès à l'écosystème. On a une connaissance approfondie des expertises. On fait des références vers tout type d'acteurs, vers tout type d'innovation technologique ou sociale. Puis, on travaille pour trouver les meilleures combinaisons d'experts pour les entreprises. Alors, on a fait faire un sondage à l'automne, puis les constats sont encore vrais. On avait parlé à 800 dirigeants d'entreprises avec Léger, dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les régions du Québec, et il y en avait dans votre région, comme dans toutes les études, Léger avait mixé la région de Québec et la région de Chaudière-Appalaches, mais ça donnait quand même 130 entreprises là, sur 800 qui avaient répondu. Puis, près de 80 % des entreprises nous disent qu'ils savent que l'innovation va les aider à augmenter leur productivité, à augmenter l'attractivité de la main-d'œuvre, à diminuer leurs coûts, à aller chercher des nouveaux marchés. Ils sont conscients de ça. Mais ce qui passe à l'action, pas nécessairement, on va le voir dans la slide plus tard. C'est quoi les deux défis des entrepreneurs? Puis ça, c'était avant la crise, puis c'est encore plus vrai aujourd'hui. Bien, le premier défi, en bas à gauche, là, dans l'icône, c'est la rareté de la main-d'œuvre spécialisée. C'est encore vrai aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde au chômage que ce sont des gens spécialisés qui sont disponibles. Il y a beaucoup d'entreprises qui essaient de redémarrer et qui ont le même défi de rareté de main-d'œuvre. Deuxième défi, c'est seulement 44 % des entreprises qui disent que c'est un défi, mais dans la réalité, on voit que c'est peut-être davantage. C'est le défi du numérique. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas à jour au niveau numérique. Et on l'a vu dans les derniers mois, ça les a plombés dans le cadre de la crise. Un fait qui était un peu troublant, c'est de voir qu'il y avait près d'une entreprise sur deux qui n'avait développé aucun projet d'innovation dans les 12 derniers mois précédant l'étude qu'on avait faite. Et 55 % des entreprises qui travaillaient, là, qui développaient des projets d'innovation, le faisaient tout seuls. Donc, le faisaient avec leurs fonds propres, puis le faisaient avec leur expertise interne, 2. Ça veut dire qu'ils se coupaient de 2 types de leviers. Ils se coupaient des leviers financiers qui existent dans les programmes gouvernementaux qui permettent aux entreprises de sortir la tête de l'eau, parce que ça coûte cher de développer de la recherche et de l'innovation. Mais surtout, ils se coupaient d'une expertise vraiment pas chère, qui sont les consultants, qui sont les CCTT, qui sont nos centres de recherche, qui sont les universités. C'est pas mal moins cher de faire affaire avec des CCTT une fois de temps en temps sur des projets que d'engager une armée de chercheurs dans son équipe. Alors, il y a moyen de bien planifier l'avenir. Mais ce qu'on remarquait aussi, c'est que les entreprises qui étaient
qui avaient les meilleurs réflexes en matière d'innovation, c'était ceux qui avaient la meilleure structure de gouvernance. Les entreprises qui avaient un CA, les entreprises qui avaient une planification stratégique, les entreprises qui sont les plus solides, qui sont plus grosses, qui ont plus que 150 employés, sont ceux qui collaborent le plus, qui utilisent le plus les leviers et qui investissent le plus en innovation aussi. C'est vrai, c'était vrai partout, dans toutes les régions. C'était les mêmes constats qu'on réalisait. Mais ce qu'on réalisait aussi, c'est que plus l'entreprise était petite, puis moins elle était susceptible d'avoir un CA. Puis moins elle était susceptible d'avoir un CA ou d'avoir une équipe de gestion très solide puis qui est capable de réfléchir à long terme, bien moins elle investissait dans le long terme. Donc, il y a une association très, très directe entre la taille, la gestion, puis la capacité à se projeter en matière d'innovation. C'est un peu le message qu'on leur fait aux entreprises, c'est de dire, essayez de vous projeter plus loin. Essayez d'avoir des gens de l'externe qui vont vous aider, qui vont vous accompagner pour vous projeter plus loin. Dans la région de Chaudière-Appalaches. Excuse-moi, Ludovic, oui. Je te dirais encore 2 minutes pour qu'on ait du temps pour les autres. Merci. C'est parfait. Bien, on arrive au constat dans votre région et puis c'est bon. Dans la région de Chaudière-Appalaches, avant la crise, ça allait vite. Ça allait bien, mais il y avait des difficultés. L'économie roulait à plein, le taux de chômage était en bas de 3 % vous avez une pénurie de main-d'œuvre. Puis vous avez une industrie basée sur le manufacturier et l'exportation. La croissance du PIB, selon Desjardins, allait être moins élevée qu'ailleurs au Québec. Ça, c'était avant la crise. Bien, depuis la crise, les statistiques nous montrent que le taux de chômage a presque quadruplé dans votre région, que la pénurie de main-d'œuvre spécialisée continue, que le secteur manufacturier n'a peut-être pas arrêté complètement, mais ça a ralenti pas mal. Les exportations desquelles vos manufacturiers dépendent aussi se sont ralenties. Les chaînes d'approvisionnement ont été mises à mal. Alors, il y a des défis. Puis, il y a beaucoup de défis que l'innovation va pouvoir aider à résoudre. Vos dirigeants considèrent l'innovation comme un vecteur de productivité, comme un vecteur pour la pénurie de la main-d'œuvre. Il y en a presque 2 sur 3 qui ont investi 0 $ l'an passé en innovation. Donc, il faut juste qu'elles prennent conscience que l'innovation va pouvoir les aider. Puis, on va se terminer là-dessus. C'est se dire qui intervient où dans l'écosystème quand vient le temps d'aider les entreprises, tant au niveau de l'expertise qu'au niveau des dollars. Bien, à gauche, quand une entreprise fait une innovation, elle vient vous voir, dit « Moi, j'ai une super bonne idée, là. Je veux la mettre je veux travailler avec des chercheurs, je veux m'adjoindre plein de monde. » Elle est dans le mode idéation. Elle va être à gauche, là, comme vous allez voir dans l'écran, en TRL, le niveau de maturité technologique, entre le 1 et le 4-5. Bien, c'est là qu'il faut lui dire qu'il faut l'envoyer vers les experts, qu'il faut l'envoyer vers les programmes de subvention. Parce qu'elle va pouvoir utiliser tous les leviers publics et parapublics de disponibles. Parce que ce qui coûte cher à une entreprise, c'est de commercialiser, c'est de vendre son innovation, puis son nouveau produit, puis son nouveau processus. Si elle n'a pas utilisé les leviers au début de son processus, elle le fera. Bien, elle n'aura plus d'argent ou avoir moins d'argent à la fin du processus pour la mise en commercialisation. Les ratios vont être très difficiles à balancer parce qu'arriver en 6, 7, 8, 9, là, en pré-commercialisation puis en commercialisation, c'est surtout des prêts de la BDC, des prêts d'investissement Québec, les prêts des anges investisseurs, des fonds de capital de risque, les prêts des banques qui vont arriver. Pour avoir des prêts, il faut avoir des ventes potentielles. Donc, le partage de risque, il faut qu'il soit fait beaucoup plus tôt. Donc, c'est pour ça, puis ça, c'est un peu là-dessus que je voudrais qu'on se laisse finalement, ou que ma présentation va se terminer, c'est de se dire qu'on a tous un rôle à jouer pour que les entreprises, le plus rapidement possible, puissent avoir le maximum d'aide possible et utiliser le maximum de leviers possible, tant en matière de financement et d'expertise. C'est un appel qu'on vous fait, là, Véronique et moi. On veut être dans votre boîte à outils pour que les entreprises puissent avoir accès à cet écosystème-là de 14 000 chercheurs, à tous les programmes de disponibles en innovation, tant au fédéral qu'au Québec. Il en existe des dizaines des programmes. Ils sont méconnus, puis on est là pour les aider à débroussailler tout ça et puis à faire du pick and choose par la suite. Et puis, je n'ai pas le temps de passer là. Je vais laisser Véronique arriver ici. Je vais laisser Véronique faire la dernière slide parce que c'est elle qui va être votre interlocutrice
Mais dans le fond, dans la boîte à outils, idéalement, ce qu'on suggère à la plupart des entrepreneurs, puis souvent dans les projets que vous avez dans vos entités à accompagner, souvent, moi en tout cas en développement économique, j'utilisais le 5 contacts à avoir, là, qui était effectivement un contact chez nous pour pouvoir vous aider, vous référencer aux bonnes ressources. Un contact dans votre MRC ou votre CLD, évidemment, pour parler de votre projet. Puis, contact au MEI, Investissement Québec, contact aussi sur les entités au niveau fédéral, que ce soit le PARI, le CRSNG. Donc, ce sont des contacts à avoir. Si, évidemment, vous utilisez toutes ces ressources, je pense qu'à la limite, vous pouvez être super bien accompagné dans ce gros écosystème. Alors, voilà. Merci, Ludovic. Puis, on peut procéder aux questions rapidement. Ça va nous faire plaisir. Tout à fait. Oui, on avait une question sur le chat de M. Berlinger qui était y a-t-il une relation entre la capacité de payer de la PME et le coût des aides, incluant les aides financières? Est-ce qu'il se fait une relation? Bien, oui et non. C'est sûr qu'il n'y a rien de gratuit dans la vie. Et même travailler avec les services de Québec Innov, c'est gratuit. Pas vrai qu'il n'y a rien de gratuit. Les services de Québec Innov, c'est gratuit. Mais quand l'entreprise va travailler avec Mécanium ou avec le CRVI, c'est pas gratuit. Il y a un échange de services, mais c'est pas mal moins cher que d'engager 3 PhD à temps plein pour travailler sur un seul projet. Tu peux faire du repeat business, d'avoir des projets ad hoc. Est-ce que le niveau d'aide est plus élevé, par exemple, si on est avec une PME qu'avec une grande entreprise? Est-ce qu'il y a une différence? Bien, en fait, je vous dirais que c'est un peu le contraire dans la mesure où les aides gouvernementales sont parfois bien faites, parfois mal faites. Il y a beaucoup de... Il faut les connaître. C'est pour ça qu'on dit aux PME, qu'on dit aux organismes comme les vôtres, là, référez-nous les entreprises pour qu'on puisse les diriger vers les bons joueurs. Parce que parfois, c'est complexe remplir des demandes d'aide. Puis malheureusement, il y a 90% des entreprises, en fait, il y a 10% des entreprises qui obtiennent 90% de l'aide parce qu'ils savent comment ça marche. Il faut que cette tendance-là se renverse. Mais une entreprise qui utilise bien les leviers, notamment le programme Innovation, si on parle de celui-là, qui est un programme facile d'accès pour les entreprises, pourrait n'avoir à payer que 20% sur un projet de 100 000 pourrait, s'il utilise bien les services des CCTT dans le cadre de son projet puis que son projet est accepté, il met 20 000 sur le projet de 100 000 et les différentes autres aides gouvernementales vont payer 80% du projet. Alors, l'entreprise doit être capable de mettre quelques sous de l'avant, mais vaut mieux être capable d'aller un peu plus lentement, de trouver les bons partenaires, d'attacher les fils pour le financement et d'utiliser les leviers que d'essayer de tout fronter d'une shot. Et puis là, on n'est pas capable d'aller plus loin dans le projet parce qu'on n'a plus d'argent. Donc, mais il faut que l'entreprise investisse un peu, mais il va y avoir un retour sur investissement. Il y a quelques programmes, je pense que c'est plus sectoriel, qui s'adressent davantage aux PME qu'aux grandes entreprises. Mais encore là, c'est du cas par cas. Je dirais que chaque entreprise doit faire ses démarches au cas par cas. Je pense que vous nous disiez, je n'ai pas vu parce que j'étais un peu occupée à gérer un peu les participants pendant la rencontre, mais est-ce que tu as mentionné aussi, je crois que les différents CCTT ont différents programmes d'aide souvent très différents d'un à l'autre. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas trouvé d'aide dans notre secteur que quand on s'adresse avec un CCTT, parfois, il y a des fonds différents, des fonds privés ou semi-privés. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que chacun de nos organismes de recherche, que ce soit les CCTT, les organismes de recherche en soi ou les universités, sont quand même des experts dans les financements sectoriels qui les touchent parce qu'ils œuvrent dans des industries très particulières et il y a divers financements relatifs à cette industrie ou à ce secteur d'activité-là. Et puis, c'est eux les experts là-dedans. C'est eux qui sont bons pour accompagner les entreprises pour des projets collaboratifs. Donc, c'est vrai que c'est le fun de passer par eux.
pour ça. J'ajouterais, Michel, que dans le fond, nous, quand on fait la référence, la mise en contact, évidemment qu'on invite le demandeur, là, de l'aiguillage qu'on fait. Nous, on invite chacun à aller au bout de la démarche, c'est-à-dire, comme on disait un petit peu dans la présentation, de passer à l'action, puis d'aller voir l'offre de service. Donc, que ce soit, peu importe le centre de recherche qui fait partie de nos membres Québec Innove, ils ont tous des offres de service donc qui vont pouvoir promouvoir. Donc, on invite, dans le fond, que ce soit vous dans les MRC ou les CLD, que ce soit l'entrepreneur directement à aller au bout de la démarche puis d'aller voir quelle est l'offre. Donc, nous, on est là pour justement promouvoir tout ce qui peut s'offrir, mais ça reste quand même la démarche d'entrepreneur d'aller jusqu'au bout pour voir est-ce que l'offre de service est acceptable pour lui puis répond vraiment à son besoin. Parfait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si les gens ont des questions, n'hésitez pas à démuter, je ne me rappelle pas le bon mot en français, votre micro, alors ouvrir votre micro pour poser vos questions. Sinon, on va avoir de toute façon une période de questions à la fin. Donc, s'il y a d'autres questions qui vous viennent, soit maintenant ou plus tard également, vous pourrez soit contacter Véronique qui va être votre contact. Moi, ce que j'en retiens souvent pour tout le monde, c'est de dire, bien écoutez, quand vous ne savez pas où aller, vous pouvez appeler un des premiers téléphones à faire, c'est Québec Innove. En tant qu'intervenant, on ne peut pas tout connaître, tous ces programmes-là. Même eux doivent parfois faire des recherches comme ils m'admettaient eux-mêmes. Donc, on n'a pas à être gêné de les appeler. Ils vont nous aider à mieux aiguiller les entreprises. Et puis, autant, je pense, en financement, qui est souvent un des problèmes auxquels on est confronté, qu'une aide technique très précise. Puis je sais aussi, on va le voir un petit peu plus avec nos prochains présentateurs, mais il y a toutes sortes d'interventions qui peuvent avoir lieu. Donc, souvent, on ne connaît pas l'étendue des interventions. Donc, ça, on va voir ça dans la deuxième partie. Alors, je demanderai à Ludovic, tu peux... Alors, la prochaine, là, on arrive dans la deuxième partie, comment travailler avec les CCTT. Alors, Ludovic va cesser de partager et maintenant, ça va être M. Yves Dessureau, qui est du Centre de robotique et vision industrielle, le CRVI de Lévis. Donc, M. Dessureau, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis toujours avec vous. Merveilleux. Alors, est-ce que vous êtes prêt à partager? Ben, je ne peux pas. Il faudrait départager l'écran avant. Ludovic, est-ce que tu as départagé complètement? Voilà. Voilà. Alors, ça va m'être plus facile ainsi. Mais bonjour tout le monde. Donc, rapidement, je m'appelle Yves Dessureau, je suis directeur du Centre de robotique et vision industrielle, le CRVI, depuis maintenant une année, presque pile, parce que je suis rentré le 17 juin l'année passée. Donc, j'ai une formation en génie industriel. Mon expérience de carrière est en gestion d'innovation. J'ai fait 7 ans dans l'entreprise privée, dans des centres de transfert technologique, plus d'une douzaine d'années. J'ai passé 18 ans au CRIC, donc le Centre de recherche industrielle du Québec. J'ai fait 2 autres années au programme Paris. Ça fait que ça vous résume un petit peu mon histoire de vie. Je vais y aller en mode présentation. Vous me direz si ça fonctionne bien. C'est bon? Oui, on voit bien. Parfait. Donc, ben, très rapidement, je vais vous parler un peu de Synchronex, qui est, en fin de compte, le réseau qui regroupe l'ensemble des 59 centres de transfert technologique. Donc, puis spécifiquement, ben, les centres de transfert technologique, la mission globale, c'est d'accompagner les organismes et les entreprises, particulièrement la PME, parce que c'est le gros volume des interventions qu'on fait, c'est dans les PME, dans leur démarche d'innovation, d'aide technique, de recherche appliquée, comme Ludovic en parlait tantôt. C'est 1400 experts, puis environ 4500 projets par année. Les premiers centres ont été fondés au milieu des années 80, donc en 83, et le CRVI faisait partie à ce moment-là des 7 premiers centres de transfert à être mis sur pied. La couverture des CCTT, elle est à la grandeur du Québec, donc 59 centres répartis partout sur le territoire. Une des caractéristiques pour être un CCTT, c'est qu'il faut absolument être affilié à un cégep et il faut, à l'intérieur du cégep, qu'il y ait une spécialité qui permet de justifier une demande d'autorisation pour être un centre de transfert technologique. Grosso modo, il y a certains cégeps très rares qui n'ont pas de centre de transfert technologique.
Puis, il y a certains CCTT qui en ont, pas CCT, mais des cégeps qui en ont 3 CCTT. Donc, c'est très variable. Et comme on mentionnait, il y a des centres, je dirais, je vais les spécifier en 3 catégories. Il y a 2 catégories de centres de transfert technologique au niveau technologique. Il y a des centres qui sont, je te dirais, représentés par technologie. Donc, le centre de robotique et de vision industrielle, c'est un centre représenté par technologie. Il y a des centres sectoriels, comme par exemple Innovem à Victoriaville, qui est un centre dans un secteur qui est l'ébénisterie et le meuble. OK? Et il y a les centres en innovation sociale qui peuvent être aussi soit sectoriels ou avoir une expertise en innovation sociale. En réalité, il y en a 4. Ça fait que, bon, grosso modo, c'est ça. On voit la couverture à la grandeur du territoire. Une autre particularité des centres de transfert technologique, outre l'appartenance à un cégep, ce sont des centres dans lesquels il y a une permanence. Donc, il y a des professionnels qui sont permanents. C'est ce qui nous permet de faire une intervention qui va être soutenue dans le temps au niveau de l'entreprise. Contrairement peut-être à l'approche universitaire où on va travailler avec des étudiants qui sont à maîtrise, au doctorat, bien, eux sont en processus de formation, puis à un moment donné, ils vont graduer. Puis après ça, bien, ils vont s'en aller dans des organisations comme les nôtres, par exemple, dans l'entreprise. Bien, dans les centres de transfert, il y a une permanence qui fait que, quelque part, au niveau des TRL dans lesquels on travaille, on a une capacité d'hébergement puis une assurance de pérennité au niveau du soutien de l'entreprise sur la base technologique dans laquelle elle opère. Grosso modo, on parlait tantôt des TRL. Bien, les centres de transfert technologique, on intervient à partir du TRL 3, 4, 5, 6, 7 un peu. OK? Puis, il y a les TRL 8, 9 qui sont beaucoup plus au niveau de la commercialisation. Bien, rendu là, normalement, si vous avez fait affaire avec un centre de transfert technologique et le travail a été fait adéquatement, l'entreprise est parfaitement autonome et a pris maîtrise de sa technologie. Un des avantages, des gros avantages de travailler avec les CCTT, c'est que justement, on a des capacités en termes d'infrastructure, en termes de personnel pour prototyper des applications, faire tomber le niveau de risque, puis permettre à l'entreprise de cheminer dans sa stratégie d'innovation avec une équipe d'experts qui travaillent avec elle comme si on était typiquement leur département d'R&D ou un complément de leur département d'R&D. Naturellement, on est en partenariat autant avec le milieu universitaire qu'avec des partenaires technologiques. Donc, cette slide-là, ici, si je regarde du côté gauche, on voit les universités, mais je pourrais mettre des compagnies, par exemple, qui travaillent avec nous, comme FANUC, Matrox, donc un paquet d'organisations qui sont des fournisseurs de plateformes technologiques de base. Et règle générale, on a des ententes avec ces partenaires-là, ce qui fait que souvent, on a les technologies avant que les technologies arrivent au niveau du marché. Ce qui nous permet aussi de travailler sur des projets qui peuvent être un petit peu plus long shot avec des entreprises, mais de travailler sur les bonnes plateformes technologiques, c'est-à-dire celles qui vont être disponibles dans le marché dans quelques mois, voire quelques années. Donc, grosso modo, pour, je dirais, les centres de transfert technologique, on est à peu près tous sur ce même modèle-là. On a beaucoup d'activités au niveau des centres de transfert technologique entre nous. Donc, on se connaît très bien. Okay? Puis on a aussi, je dirais, des gènes de collaborateurs au niveau des projets. Actuellement, je dirais, j'ai à peu près 50% des projets actuellement en marche avec lesquels il y a d'autres centres de recherche ou des fournisseurs technologiques qui sont spécifiquement impliqués. Puis, on a un projet actuellement avec l'INO, par exemple, puis même si on est dans le domaine de la vision numérique, mais on a un projet avec l'INO qui est dans le domaine de l'optique, par exemple, puis ils sont venus chercher notre capacité de robotique, puis nous, on n'a pas de barrière par rapport à ça, les centres de transfert. Je dirais qu'une des choses à retenir au niveau des centres de transfert, c'est qu'à la base, le client est au centre de notre intervention, c'est-à-dire quel est le besoin, qui peut répondre le mieux technologiquement aux besoins, puis si ce n'est pas le CRVI qui est la meilleure piste d'atterrissage, on va aider l'entreprise à aller dans la meilleure piste d'atterrissage, puis on va faire notre intervention avec l'autre groupe, par exemple, pour assurer un bon cheminement. La mission du CRVI, c'est accroître la compétitivité des entreprises par l'utilisation de l'intelligence artificielle appliquée à la robotique et à la vision. Donc, spécifiquement, dans cette phrase-là, ça résume nos 3 champs d'expertise.
en fin de compte, je vais passer rapidement sur les valeurs pour, de toute façon, la présentation, si vous la voulez, elle sera, puis elle est filmée en plus. Donc, par le biais de la recherche appliquée, transfert technologique, la formation, Ludovic le disait tantôt, donc c'est les 3 vecteurs sur lesquels les centres de transfert technologique ont à rencontrer leur mission. Bien, c'est par ces 3 volets-là qu'on va aider les entreprises pour accroître leur productivité. Je vais revenir plus loin tantôt comment ça se transpose au CRVI. Je martèle le message. Donc, typiquement, les 3 ingrédients de CRVI, intelligence artificielle, vision numérique, robotique. Retenez ça, puis vous allez frapper à la bonne porte si vous avez des besoins là-dessus. On fait partie, en fin de compte, au Québec, actuellement, dans les centres de transfert technologique, il y a 2 centres qui ont vraiment qui ont acheté de la capacité de calcul, qui ont de la capacité de calcul au niveau de l'intelligence artificielle. OK? C'est que dès qu'on arrive dans des projets de certains niveaux, qui nécessitent beaucoup de capacité de calcul, bien, on fait partie des centres qui ont une capacité d'en acheter, pas d'en acheter, mais d'en exécuter. Puis on est en train actuellement de faire une demande avec 6 centres de transfert pour rentrer un autre $1 million de capacité de calcul aussi au niveau de l'IA. Donc, on est en train, avec une certaine cohorte, de vraiment augmenter notre capacité d'intervention au niveau de l'application. Les services CRVI, bien, diagnostic préliminaire, études de faisabilité technique et économique, aide et soutien technique, ça c'est du dépannage, formation sur mesure, recherche appliquée et développement expérimental et transfert de technologie. Nos installations, puis ça je mentionnais tantôt, qu'est-ce qui nous distingue d'un projet qui pourrait être fait à l'intérieur des murs d'une organisation? Bien, on a des laboratoires qui sont très bien équipés, autant au niveau de la vision numérique, de la robotique que de l'intelligence artificielle. On a un grand local de formation en robotique qu'on partage avec la direction de la formation continue, qui est l'espèce de photo qu'on voit à gauche en bas. En chiffre, le CRVI, c'est 75 à 100 contrats annuellement. Chiffre d'affaires budgété pour l'année prochaine de 1,8 million. Le centre est en croissance. Puis, une autre caractéristique, c'est qu'au cours des 5 dernières années, le CRVI a réalisé 247 diagnostics d'entreprise. 48 de ces diagnostics-là au Québec, 52 ailleurs au Canada. Ce qui fait que le CRVI a une compréhension très, très, très claire de la problématique des PME au niveau de leur projet, autant en vision qu'en robotique, parce que c'est principalement dans ces champs-là qu'on les a fait. L'IA, c'est encore un peu nouveau. Donc, ce qui fait aussi qu'on est fortement sollicité pour donner des avis au niveau des différents secteurs par rapport à justement de la manière qu'on peut intervenir mieux dans ces projets-là. Les données de 2018-2019, ça vous donne une idée de la répartition de nos projets. Donc, on intervient à la grandeur du Québec, bien que 30 de la clientèle, c'est Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Mais vous voyez en rouge qu'on intervient aussi beaucoup en Ontario, en Alberta, en Saskatchewan et du Prince-Édouard. Donc, on a aussi une reconnaissance pan-canadienne au niveau de nos champs d'expertise. Et spécifiquement, c'est les techniques qu'on a, en fait, contre les experts qui sont multidisciplinaires, c'est du génie mécanique, des roboticiens, des spécialistes en vision numérique, système optique et des spécialistes en intelligence artificielle. Puis, comme je vous mentionnais tantôt, on s'assoit aussi sur un solide réseau de contacts technologiques avec des compagnies spécialisées. Ça, je ne vais pas le passer parce que c'est la nature des projets qu'on fait, là, mais c'est de la robotisation traditionnelle, donc de la manipulation, distribution d'adhésifs, de la peinture, du soudage, de la robotique collaborative, de la programmation de robots mobiles, de la robotique avancée. Donc, on touche le spectre de la robotique de fond en comble. On a au centre une quinzaine de robots. Ça exclut la dizaine de robots qu'on a en plus dans le centre de formation, le local de formation. Ce qui fait qu'on est capable de configurer à peu près n'importe quelle sorte d'application robotisée dans nos centres. Ce qui fait que c'est pour ça que les entreprises viennent travailler avec nous, c'est qu'on est capable de prototyper l'application, faire tomber le risque, puis d'être capable, après ça, de développer un cahier de charges pour l'entreprise pour se présenter devant les intégrateurs, puis avoir un projet qui va être
beaucoup moins risqué, puis les chances de succès beaucoup plus grandes. Au niveau de l'expertise en vision, le design des systèmes optiques, la calibration de sensors, analyse spectrale, infrarouge, traitement d'image, compréhension de scène, reconnaissance 3D, donc c'est tous des champs dans lesquels on travaille. L'équipement, en fin de compte, de la vision numérique, c'est beaucoup des applications du logiciel, malgré qu'on a à peu près tous les types de caméras. Caméras hyperspectrales, on a acheté une l'année passée, on vient de racheter une autre. Donc, on est toujours à l'affût d'avoir les dernières technologies. Et en intelligence artificielle, spécifiquement, on travaille en intelligence artificielle depuis le milieu des années 96-97 à peu près. Donc, avec d'heuristiques classiques, réseau de neurones, après ça, le machine learning, le deep learning, donc c'est toutes des technologies qu'on utilise. Puis spécifiquement, on a mis TensorFlow entre autres, mais on utilise plusieurs autres outils au niveau de l'intelligence artificielle et on a un serveur PowerNote d'IBM pour justement la capacité de calcul que je mentionnais tantôt qu'on a besoin. Souvent dans les entreprises, il y a très peu de données au niveau de l'IA. On est aussi spécialiste pour structurer des données puis aller faire de la cueillette de données, surtout au niveau de l'image, traitement d'image. On est très intégré dans l'écosystème de la robotique. Donc, on travaille avec les intégrateurs, mais on travaille beaucoup avec les entreprises désireuses qui nous contactent pour faire tomber le risque. On fait le projet avec eux autres. On est en discussion constamment avec les intégrateurs pour avoir les meilleures configurations. On fait des recommandations au niveau de cahier de charge. Les entreprises vont voir les intégrateurs. Le projet se réalise. Souvent, on va intervenir à la fin du projet en formation, puis en accompagnement, puis en coaching. Donc, c'est à peu près comme ça qu'on travaille avec les entreprises pour réduire le risque puis réaliser le transfert technologique. On parlait des partenaires. Bien, on travaille tout le long de ce processus-là avec les entreprises au cours de leur démarche, parce qu'on peut travailler des fois quelques années avec une entreprise. Donc, tout le long de leur démarche, on va les aider aussi à aller cogner aux bonnes portes pour les financements, pour aussi les types de formation. Cette carte-là, ça montre un peu en vert, vous avez, en fin de compte, en jaune en haut, c'est comme les grandes étapes du processus. Donc, identifier les opportunités, valider la performance, l'implantation de la technologie. Puis, le dernier point, qui a des photos me cachent, production et vente. En bleu, ce qu'on a marqué en dessous, c'est un peu les programmes, sans tous les énumérer, mais les principaux programmes qui sont utilisés à ces étapes-là. Puis, en vert, on a typiquement spécifié l'intervention que le CRVI va faire. Donc, dans l'exemple en analyse d'opportunité, c'est des prédiagnostics qu'on va beaucoup réaliser à ce moment-là pour cette étape-là. Donc, c'est un peu la manière d'interpréter ce graphique-là. Naturellement, si vous avez un problème puis vous ne savez plus à quel sein vous vouez, on a une personne contact au CRVI, puis c'est Louis Saint-Pierre, okay, qui est notre intervenant de première ligne. Donc, c'est la personne à contacter parce que Louis, c'est un spécialiste au niveau du développement des affaires, mais c'est un spécialiste de l'accompagnement au niveau des entreprises. C'est que vous pouvez frapper par n'importe quelle porte ou fenêtre au CRVI, mais vous allez toujours revenir à Louis quand même, parce que c'est Louis le premier point d'entrée. Puis Louis, naturellement, en fait, quand on est une équipe de direction, on va travailler le niveau ensemble, au niveau comment on va faire les mariages avec les partenaires, etc. Mais c'est le porteur, en fait, contre l'intervenant au niveau des communications avec le client, c'est Louis Saint-Pierre. Si vous voulez, j'ai peut-être petits exemples de projets qu'on a réalisés. Est-ce qu'on a encore le temps? Oui, mais je vous dirais peut-être en 2 minutes, si on veut que M. Fournier ait le temps de faire sa présentation de 15 minutes et avoir quelques questions. Mais oui, on aurait le temps, je pense. C'est bon. Ici, je vais peut-être en parler avant parce que je ne suis pas sûr que je vais avoir le contrôle du son une fois que je vais le décoller. Mais c'est un projet qu'on a réalisé avec la compagnie Stéris, une entreprise qui avait développé des laveurs pour des instruments chirurgicaux, donc des systèmes pour désinfecter les équipements chirurgicaux. Puis, une des problématiques qu'ils avaient, c'est que les chariots qu'il faut manipuler pour rentrer dans les laveurs, ce n'est pas simple à manipuler. Il y a des scalpels, il y a toutes sortes de produits dangereux qui sont dans ces bacs-là. C'est qu'ils voulaient avoir une solution collaborative pour offrir à ses clients pas uniquement un service de vente de laveurs, mais d'avoir une infrastructure pour gérer une salle de lavage.
Ça fait que, ici, je vais partir de cette vidéo, ça va vous donner un exemple concret d'un projet qu'on a accompagné du dérisquage jusqu'au transfert technologique avant commercialisation. Est-ce qu'on m'entend encore? On t'entend encore? On t'entend, oui. Donc, peut-être je peux baisser un peu ça. On voit que la plateforme robotique pour le système de manutention, c'est du home run. Donc, c'est un équipement standard. Ce qui est non standard, c'est le système pour aller chercher les chariots, l'automatisation, transporter les chariots. Puis, on a développé une interface web où les opérateurs vont commander au robot, ben voilà, je suis prêt, le chariot est disponible. Puis, les chariots vont optimiser tout le temps de lavage. On dit dès qu'un système laveur est prêt, le robot va s'en occuper de le vider pour le recharger rapidement. On voit les opérateurs, naturellement, les systèmes travaillent au travers des opérateurs. La sécurité est assurée par le système, donc directement par le robot. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Naturellement, il y en a des multiples exemples. Ça, c'est un projet rapidement qu'on a développé avec une compagnie qui, son produit à elle, c'est ce système-là qu'elle a mis en marché. C'est un système qui permet d'utiliser des organismes vivants comme des petites crevettes, ces choses-là, puis accélérer la croissance de ces organismes-là. Il voulait avoir un système qui permettait de calculer la croissance. Donc, on a développé un système de vision numérique qui fait partie maintenant de ce produit-là et qui calcule le niveau de croissance puis qui optimise, en fin de compte, le temps de croissance de ces micro-organismes-là. Donc, dans certains cas, c'est des projets de procédés, comme on a vu tantôt, ou dans d'autres cas, c'est des projets de produits où on va aider l'entreprise à développer un produit qu'elle va commercialiser. Voilà. Alors, on va passer, si vous voulez bien, aux deux présentations des CCTT. Donc, je demanderai à Yves de départager. Et maintenant, c'est Luc Fournier, directeur de Transbiotech, également de Lévis, qui va nous présenter la partie sur Transbiotech. Merci Michel et merci pour l'invitation de l'équipe CAE. Et merci également pour les gens qui sont à l'auditoire en développement économique et en passant une mi-carrière en sciences biopharm et l'autre moitié exactement dans vos souliers lorsque j'étais président de MICRE au Nouveau-Brunswick. Donc, on va y aller avec un partage. Je veux juste m'assurer, Michel, si on voit en plein Oui, écran. on voit bien. Super. Donc, Transbiotech existe depuis 1999, une belle équipe. Ce qu'il faut retenir, dans le fond, c'est le mot bio. On est en transfert technologique, évidemment, avec une équipe de plus de 20 chercheurs. Donc, rapidement, ça va être un peu plus succinct que la présentation à Yves, qui est en passant excellent. Donc, qu'est-ce que Transbiotech ou qui sommes-nous? Les secteurs d'activité, l'équipe composée de chercheurs et de techniciens, nos installations, plusieurs cas à succès, mais je vais rester dans le très général parce qu'il y a toujours de la confidentialité dans chacun de nos projets. Et pourquoi Transbiotech existe et va perdurer dans le temps, évidemment. Donc, nous sommes situés à Lévis, greffés au campus du Collège de Lévis, avec une adresse civique différente. Donc, on a des portes sécurisées. C'est comme une micro-pharmaceutique, si on pourrait dire, là, qui est greffon sur le campus, même le collège. Donc, on fait partie de l'un des 59 CCTT réseau Synchronex. Et nous sommes spécialisés en biotechnologie et sciences de la vie depuis 1999. Et là, je vous lance l'idée, vous pourrez visionner notre nouveau site web Transbiotech dans les prochaines semaines. Et le slogan va être près du vivant au service du vivant. Ça fait bien, mais essentiellement, c'est de la matière première biologique, que ce soit animale, végétale, qu'on va pouvoir faire des produits transformés, que ce soit des futurs aliments ou des futurs médicaments. Essentiellement, c'est ça Transbiotech. Évidemment, le mot tech transfert, j'utiliserai aussi les deux T, genre très terrain. Donc, ce que Yves mentionnait, nous, les universités, bon, c'est plus la molécule ou
les idéologies, le concept de base, mais nous, on est très en degré de maturité technologique très élevé, très proche du marché, donc de la commercialisation. Qu'est-ce que je peux t'interrompre une petite seconde? On me demande si tu peux parler un peu plus fort. J'aimerais juste dire aux gens, moi, j'ai levé le son et c'était très bien. Excusez. Mais peut-être si tu es capable. Sinon, les gens, souvent, peuvent ajouter votre son. Là, Okay. ça se passe. Je vais placer le volume au maximum de mon côté. Est-ce que ça va mieux comme ça, par chat? Moi, de mon côté, c'était bon déjà. Là, donc, il faudrait que les autres me répondent, ceux qui ont commenté. Mais continue, ils me le rediront, puis je te referai un message. Ça. Essentiellement, les CCTT, les tech transferts, on pourrait dire très terrain. Donc, on est très proche de la commercialisation, un degré de maturité élevé. C'est ce qui distingue l'ensemble des 59 CCTT par rapport aux universitaires, aux autres organismes de recherche en tant que tel au Québec. Notre mission est de soutenir les entreprises et leurs partenaires en leur fournissant un accès à une expertise avancée, bio, évidemment. Donc, on va y aller à la prochaine. Nos secteurs d'activité, vous voyez bien le mot bio qui réapparaît, là, il n'est pas uniquement dans notre logo. Bioalimentaire, biocosméceutique, biopharmaceutique, produits santé naturelle et les nutraceutiques. Donc, essentiellement, c'est quoi qui se mange ou quoi qui se traite comme cure, mais à partir de produits bio, essentiellement, c'est notre pain et notre beurre. On a 23 employés, bientôt 24 avec une nouvelle chercheure qui va s'intégrer au poste. Donc, 4 chercheurs et 11 techniciens, 3 départements. Et là, on est ce qu'on appelle de l'intégration verticale. Et là, je n'apprends rien à mes gens du développement économique. Donc, évidemment, la porte d'entrée peut être soit de la chimie, biochimie analytique, donc des tests d'analyse. Le deuxième département, c'est biologie cellulaire et microbiologie, donc ce qui se passe dans les pétris et des coupes des analyses de tissus, soit végétaux ou des tissus animaux, bref, tout ce qui est en pétri. Et sciences pharmaceutiques, on parle plus des tests avec les animaux, le in vivo. Donc, on est la seule animalerie accréditée fédérale au Québec pour les centres collégiaux de transfert de technologie. Donc, on est chanceux, on a ça à Lévis. Évidemment, là, on tombe dans la terminologie, mais essentiellement, ce qu'on doit retenir, c'est tout ce qui est chimie, biologie, biochimie et santé préclinique là, avec les tests sur les animaux au besoin. Donc, immunologie, métabolimique. Évidemment, juste pour vous donner un exemple de le vivant au service du vivant, imaginez que Yvan Boutin, c'est un des fondateurs, Maxime Maheu également, chacun dans leur expertise en biologie et en chimie. Frédéric, nouvellement à bord depuis 4 ans, est notre chef de secteur justement pour gérer notre animalerie, qu'on injecte près de 1 million cette année pour la rehausse accréditée et conserver notre accréditation fédérale. Nos laboratoires, évidemment, je vous ferai fi des différents instrumentations, mais on a 14 millions de parcs d'équipements analytiques, dont une machine, on est 4 au Québec à l'obtenir pour faire de la traçabilité à une pureté ou un degré de sensibilité pour un échantillon, que ce soit pour, exemple, des traces de toxines dans un aliment, voir si un produit de sirop d'érable contient ou pas des adjuvants ou quoi que ce soit, ou des produits non désirables. Évidemment, la biopharmaceutique, donc les médicaments à partir de biologiques, peuvent être utilisés avec cet instrument-là au niveau dosage, caractérisation. Et évidemment, nouvelles recettes pour des futurs médicaments ou des futurs aliments. Au niveau de la biologie, à mentionner également qu'on est accrédité niveau 2 par Santé Canada au niveau de la biosécurité. Donc, on a le droit de travailler avec certaines bactéries, pas encore avec du viral. Donc, évidemment, le téléphone a énormément sonné lors de la crise de la COVID parce qu'ils voulaient savoir si on était des installations virales niveau 2. C'est ce qui va devenir les 5 prochaines années, mais présentement, on n'a pas le droit encore de travailler avec du viral. Bactérien, oui. Donc, on peut faire des modèles qui peuvent simuler des essais sur COVID. On a déjà une étude là, en cours avec un client majeur, mais au niveau viral, on n'est pas encore accrédité. Au niveau de l'animalerie, comme je vous expliquais, on a réinjecté près de 1 million cette année, donc on va être une rehausse quand même majeure en tant que telle pour faire des tests chez les animaux, donc pour tester différentes indications thérapeutiques, que ce soit au niveau du cancer, au niveau de l'Alzheimer, au niveau
de diabète type 2, par exemple, à titre d'exemple. Les cas à succès, je n'irai pas trop loin dans le décor, mais on comprendra qu'on a une microbrasserie bien connue de la région. Donc, on peut être la porte d'entrée pour élaborer une nouvelle bière de microbrasserie. Évidemment, si on a des problèmes d'intestin, ben, on peut avoir accès à des produits justement pour notre microbiote, donc notre santé intestinale, si on peut dire. Et évidemment, on a des clients également qui sont dans la région, je vais dire Appalaches-Beauce, dont les bannières que l'on connaît, et de la collaboration universitaire, dont l'INAF, l'Institut de nutrition et des aliments fonctionnels. Également, on fait des différents programmes avec soit d'autres CCTT et également d'autres universités au Québec et pan-canadien. Donc, bon an, mal an, depuis 1999, on a réussi 150 clients industriels et institutionnels, des histoires à succès en tant que tel. Évidemment, la bannière du haut Medicago, c'est un de nos partenaires, puis vous savez qu'ils sont en train de travailler sur un futur vaccin, dont la crise que l'on connaît. Le personnel, pourquoi cogner à la porte de Transbiotech? Premièrement, le statu quo n'existe pas. Si vous avez une question en recherche et développement qui se rapproche, évidemment, non pas de la recherche fondamentale, mais une recherche très appliquée pour un futur produit ou un futur procédé industriel, dans la braquette que l'on offre en bioalimentaire, biopharmaceutique, venez nous voir. Ça peut être des futurs bleuets sauvages avec des pouvoirs anti-cancer. Donc, ça peut être très vaste comme intervention. Donc, le personnel est évidemment hautement qualifié. Puis ça, c'est un point que Yves mentionnait. Les universitaires travaillent avec beaucoup de stagiaires de recherche, tandis que nous, on a de l'ancienneté de 20 ans et plus au sein de l'organisation. Donc, à mon avis, bon, il y a un climat de vie très convivial au sein de Transbiotech, mais également l'expertise qui s'est bâtie les 20 dernières années, qui ne se sont pas perdues. Ça, c'est un savoir-faire, c'est une connaissance, une expertise qui est transférable d'un client à l'autre. Donc, évidemment, la propriété intellectuelle appartient toujours à l'industriel, comme Yves le mentionnait tout à l'heure. Donc, le transfert de technologie, de méthode après développement. On parle d'une estimation rapide du projet et d'identification des alternatives. Et Ludovic mentionnait justement le côté agile qu'on surveille sur Indicem dans les centres collégiaux de transfert de technologie. C'est qu'on est tellement proche du client industriel. C'est ce qui fait également que nos projets de recherche peuvent être de quelques semaines à évidemment 3 ans, tout dépendant de l'envergure du projet. Essentiellement, c'est du cas par cas comme projet de recherche clé en main. Donc, ce qui n'est pas nécessairement le cas des universités en tant que telles qui travaillent plus sur des projets, je dirais, concepts. Nous, on est vraiment proche du commercial. Et évidemment, on a le droit et accès à différents financements. C'est une quinzaine de programmes, là. C'est ceux qui ont été nommés précédemment, ceux du CRSNG au fédéral, du CNRC. Et évidemment, on a des consortiums de recherche comme le Centre québécois de développement du médicament, le CRIBIC, qui est dans le monde des biotech industrielles. Évidemment, du côté Fonds de recherche Québec également. Un levier financier qui peuvent passer de 50 à 80 par rapport à un coût de projet. Écoute, c'est énorme. Puis en plus, on a le sceau estampillé du gouvernement. N'oublions pas qu'on est une parapublique. Donc, les argents viennent du ministère de l'Économie et de l'Innovation et de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Et de l'autre côté, ces subventions-là. Et le reste de l'argent vient de l'industriel. Donc, le projet de recherche a un sceau, un label, si on peut dire, paragouvernemental. Donc, la prochaine étape, lorsqu'on veut faire une ronde de financement, on a un sceau, un gage de réussite qui a été préapprouvé par une portion du gouvernement. Point barre. Pourquoi Transbiotech? Bien, évidemment, c'est une gestion souple de la propriété intellectuelle qui appartient aux clients industriels. La rédaction de subventions et d'applications. Donc, vous venez, c'est comme un guichet unique quand on veut démarrer un FLI ou un FLS dans un CLD. Donc, de notre côté, en R&D, on a justement cette facilité-là d'accompagner le client. Donc, ce n'est pas seulement un contrat de recherche, mais c'est un accompagnement, du coaching avec le client industriel. Donc, on fait pratiquement partie des meubles après quelques projets, comme mentionnait Yves tout à l'heure. L'accompagnement est personnalisé et par projet de recherche, donc, et plus de 20 années d'expérience en expertise et de savoir-faire en biotech. Donc, c'est un peu je dirais, le tour de roue très rapide qui est Transbiotech et pourquoi qu'on existe. Donc, je ne sais pas s'il y a une période de questions pour moi, Yves, ou l'ensemble de l'œuvre.
Alors, bon, est-ce que je suis revenue? Oui, je suis revenue. Vous m'entendez? Alors, merci beaucoup à Yves et à Luc et également à Véronique et puis Ludovic. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions spécifiques par rapport à comment travailler avec un CCTT. Je sais que vous avez bien expliqué chacun un peu, qu'on puisse visualiser un peu chacun de vos centres ce qu'ils faisaient. Évidemment, il y en a 59 CCTT, donc faire le tour serait un petit peu difficile, mais le but, en fait, je pense aujourd'hui, c'était de faire comprendre aux gens que chaque CCTT, c'est comme une mine d'or d'informations et de connaissances techniques. Par contre, on n'a pas besoin de savoir le détail. On voulait aujourd'hui que les gens comprennent le genre de choses que vous pouvez faire, mais par contre, ils n'ont pas à savoir en détail ce que chacun fait, mais peut appeler. Puis souvent, ils peuvent passer par la porte, entre autres, de Québec Innove ou encore de Synchronex, dont Yves parlait tantôt, qui est vraiment le regroupement des CCTT, pour s'assurer finalement d'avoir un aperçu des options disponibles quand on est en mode recherche. J'ai vu passer une question de Mme Laliberté qui demandait peut-être à Véronique tantôt qui lui a répondu. Je pense que ça vaudrait peut-être la peine là, de reprendre la question. Qu'est-ce qui arrive quand est-ce qu'on accepte des projets qui ne sont pas vraiment de la recherche? Qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un vous présente un projet qui n'est pas vraiment de la recherche? Comment c'est traité? Est-ce que la personne se peut dire, ben non, c'est pas ici, bye? Ou comment la personne va être accompagnée quand on... Parce que souvent, pour les entreprises, c'est nouveau, c'est de l'innovation, mais quand ils arrivent dans un centre de recherche, ben, c'est du connu. Ce n'est pas nécessairement de l'innovation. Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question-là? Je commencerai peut-être par Yves ou Véronique, là, vu que ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé. Oui, mais dans le fond, moi, ce que je répondrais à ça, c'est ça rejoint un peu la présentation qu'on a fait, c'est d'analyser le besoin comme il faut. Tu sais, on doit déterminer un petit peu, là, il s'agit-tu d'un mandat de recherche ou des fois, j'ai vu des besoins, des fois, c'est de la recherche d'équipement pour valider certains trucs. Donc, souvent, on fait appel, il y a évidemment des CCTT qui offrent aussi, si on veut, des offres de services pour de l'équipement. Il y a des fois, c'est de l'expertise ou tout simplement une référence dans vos entités à vous, c'est de l'accompagnement. Donc, il s'agit vraiment, nous, à notre sphère d'activité, à nous, là, c'est vraiment d'analyser comme il faut le besoin. Puis si dans les membres Québec Innove, ça ne parle pas d'un projet qui peut essentiellement être référé dans nos membres, bien, on se donne quand même le mandat de référer aux bonnes entités, là. Est-ce que, Yves, tu avais l'air d'avoir envie de Oui, répondre? bien, en fin de compte, on fait beaucoup de maillage. Puis, étant donné qu'on fait la chaîne jusqu'à la formation, à partir du moment qu'il y a un enjeu technologique, on est pas mal bien équipé pour faire l'accompagnement. Je dirais, puis là, je reviendrai après ça, si ce n'est pas tout à fait dans notre champ d'intérêt ou d'activité, bien, on est capable d'aiguiller au bon endroit. Parce que, inévitablement, 59 centres, il n'y a rien de coupé vraiment au couteau. Il y a des trucs qui sont un peu de chevauchement. Puis moi, mon message que je passe tout le temps à tout le monde, c'est au-delà des infrastructures, la R&D, c'est des gens. OK? Ça fait que ça se pourrait que pour une application très pointue dans le domaine de la robotique, bien qu'on trouve dans un centre comme Mécanium quelqu'un qui aurait déjà fait ça, par exemple. Donc, nous autres, on va essayer de rester très, très à l'affût de qu'est-ce que nos collègues, partenaires, autres CCTT, collègues dans les universités, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé. Puis, on essaie d'orienter le plus efficacement possible à la meilleure personne. Ça fait que... Puis moi, un petit volet que j'ai oublié de plugger tantôt, mais je vais le plugger là, tiens. C'est qu'on a quand même aussi, vous avez parlé d'industrie numérique au début, on a un regroupement qui s'appelle l'Escouade numérique qui regroupe 13 centres de transfert technologique dans le domaine. Parce que justement, c'est un vaste domaine. Puis pour être capable de le couvrir, vous voyez, nous, ça nous a pris 13 centres pour être capable de dire, si on veut une offre de service, là, clé en main en numérique, bien, on a une capacité avec l'escouade numérique d'offrir un service, je dirais, de très haut niveau, probablement un des meilleurs au Québec. Comment, Luc, je pense que tu voulais répondre aussi. Oui, vas-y donc. Pour renchérir ce que Yves mentionne, on a même droit, avec les réseaux sectoriels de recherche et d'innovation, dans notre cas, le CRIBIC, on peut greffer deux centres collégiaux, même un universitaire, un ou plusieurs partenaires industriels. Donc, évidemment, l'API doit être bien attachée là, aux parties prenantes. Mais essentiellement, lorsqu'il y a un projet structurant de plus grande envergure, nous avons les outils via l'antenne de Québec Innove, bien sûr, mais pour bien atterrir un dossier là, qui peut
être un beau dossier de recherche de plus de 6 mois. Là. OK. Vous avez mentionné les interventions, le soutien technique. Ça peut ressembler à quoi, un soutien technique? Je sais que vous en faites souvent. Tantôt, je crois que c'est Yves qui mentionnait que vous en aviez fait plus de 200. C'est vraiment une réponse pointue à un besoin. Ça ressemble à quoi au jeu? Oui, bien, en fin de compte, c'est beaucoup basé sur un service avec le programme Paris, donc service de visite interactive. C'est qu'un client a une problématique identifiée. Puis au Paris, ils ont un outil qui s'appelle la visite interactive qui permet d'envoyer la demande spécifiquement à un centre de transfert pour y répondre. Donc, dans ces cas-là, ça peut être vraiment du troubleshooting. Mais nous, chez nous, ça prend souvent la forme d'un diagnostic pour justement une entreprise qui veut se lancer dans un développement. Exemple, on voudrait détecter à partir de l'imagerie numérique, par exemple, faire un diagnostic de certaines maladies. Okay? Ça peut être une maladie humaine ou des maladies au niveau des plantes, par exemple. Mais là, ils ne savent pas trop comment approcher ça. Ils ont lu sur l'hyperspectral, mais ils ne savent pas si c'est ça, pas ça. Donc là, on va débarquer dans une visite interactive, une vingtaine d'heures, on va leur brosser, en fin de compte, la capacité des technologies. Okay? Puis souvent, là-dessus, une fois que leur idée va être plus claire, bien, à ce moment-là, ils vont nous demander, ça serait quoi la stratégie qu'on devrait prendre pour faire ce développement-là. Okay? Ça fait que là, on va les orienter, puis justement, si c'est quelque chose qui est dans nos cordes, bien, on va faire une proposition. Si c'est quelque chose qui relève de plusieurs centres de transfert, on va se mettre ensemble, on va faire une proposition. Si c'est quelque chose qui se rapproche plus du fondamental, on va leur expliquer les enjeux, puis on va les orienter du bon côté du fondamental, puis on va leur expliquer le chemin. Une fois que ça va être dégrossi au niveau de la fondamentale, bien, vous allez pouvoir revenir, puis on va pouvoir continuer le processus d'innovation pour vous emmener jusqu'à un succès commercial. Si c'est quelque chose qui existe déjà, mais que l'entreprise vient d'apprendre et ne connaissait pas, vous allez lui dire l'orienter aussi vers le privé qui peut l'aider dans ce domaine-là un peu? Ou... Absolument, absolument. Fait qu'on est à l'affût de ce qui se fait aussi. Puis, c'est ça. Mais règle générale, je dirais que bon, c'est sûr qu'on ne voit pas toutes les entreprises. Les entreprises qui sont très fermées, donc qui ne vont pas nécessairement poser beaucoup de questions à l'extérieur, ça fait que je ne peux pas juger de celles-là. Mais quand même, les entreprises qu'on rencontre ont souvent fait un bout de démarche. OK? Puis des fois, c'est très avancé même. Puis donc, c'est un peu plus clair où ils s'en vont. Mais nous autres, on les ramène quand même dans un processus qui est un cheminement d'innovation. C'est-à-dire, quand quelqu'un débarque chez nous et dit « j'ai besoin d'une cellule robotisée pour faire telle affaire », bien, on veut quand même analyser la problématique parce qu'il y a peut-être, tu sais, je veux dire, une cellule robotisée, ce n'est pas une définition d'un problème, c'est une solution. Okay? Mais quel problème qu'on veut régler avec ça, puis est-ce que c'est la solution robotique qui est la meilleure? Bien, ça, on est capable de discuter avec les entreprises. Puis, des fois, si on a besoin de plus de capacité de cadence, le produit est assez limité, bien, une cellule automatique peut être une meilleure solution qu'une solution robotique. Okay? Ouais. Comme Véronique disait, la définition du problème en amont. Là. Exactement. Puis, il faut aussi conseiller adéquatement les entreprises parce que quand on s'engage dans du développement d'équipements plus spécifiques, plus maison, okay, bien, ça prend une perspective pour l'entreprise d'avoir au moins des ressources pour assurer la pérennité de son procédé parce qu'il ne le retrouvera pas dans le marché. Okay? Donc, on va aider aussi l'entreprise à cheminer sur les enjeux du chemin qu'il va prendre. Okay. Oui, à faire son sur-mesure plutôt que d'acheter ce qui est déjà disponible, par exemple. Exactement, ou d'accepter des compromis dans ce qui est disponible. Okay? Luc, j'ai vu votre main. Luc a hâte d'en rajouter. J'ai envie de lui dire, vas-y donc, Luc, depuis tantôt. Vas-y donc, Luc. Merci. Imaginons une boisson énergétique bio, bio Gatorade, à partir de l'eau d'érable. Donc, tout dépendant du degré de maturité qu'on va s'enligner ou d'une fraction du projet, on va le qualifier en soutien technique. Mais si on prend le paquet complet de recherche expérimentale ou développement expérimental, là, on peut le convertir en un beau projet de recherche avec un passeport innovation de 200 000 et plus. Donc, fait, dépendamment du besoin, ça peut être élargi ou rétréci selon le besoin. Là. Puis ce qui est déjà existant sur le marché, comme du Gatorade, ça ne se réinvente pas, mais du bio Gatorade made in Québec, fait au Québec, bien, écoute, c'est une portance internationale. Ça a plus de valeur. Est-ce que j'ai une autre question ici? Je vois M. Bissonnette qui demande, attendez un petit peu que je relise les questions.
Est-ce qu'il y a de l'aide pour un inventeur qui a épuisé ses ressources, qui est avancé dans son processus, mais qui lui reste des étapes pour arriver à la production? La fameuse étape là, de vallée de la mort qu'on entend parler parfois en innovation, là, après avoir fait de la recherche, on arrive à mettre en marché. Est-ce que c'est le genre de projet que vous pouvez aider un peu l'entrepreneur ou l'inventeur qui a un produit qu'il a développé, mais qui se trouve un peu à court de ressources rendues là? Est-ce qu'il y a un maillage qui peut être fait? Quel genre d'aide vous pouvez apporter pour ce genre de... Vous savez, quand j'entends les premiers bouts de phrases que j'ai entendus tantôt, là, OK, j'ai tendance à les envoyer dans des conseillers comme le CNRC qui sont assez habiles pour faire cheminer ces gens-là. OK? Mais nous, on n'a pas de service d'accompagnement pour les inventeurs qui ont tous perdu leur argent, puis celle de leurs amis, puis qu'il manque juste un petit quelque chose pour que leurs affaires fonctionnent. Parce que ça ne pourra pas faire de succès commercial. Ils sont mal partis. On l'expliquait tantôt, ils sont encore dans la chaîne du développement, puis ils n'auront pas une scène pour la commercialisation. Fait que c'est voué à l'échec, un projet comme ça, si vous voulez mon avis personnel. Si vous ne le voulez pas, ben, je vous l'ai donné quand même. Comment on fait? Parce que ces gens-là, souvent, ont investi beaucoup de sous, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Des fois, ils ont des clients intéressés qui sont vraiment intéressés quand même à voir aller le produit, mais ils sont comme un peu... Comme je mentionnais tantôt, les gens du Paris sont assez habilités. Donc, mettons, moi, quand j'étais au Paris, un candidat comme ça, j'essayais de le faire cheminer pour qu'il vende sa technologie. C'est-à-dire, tu n'as pas d'argent, le seul argent que tu peux faire avec ce que tu as, c'est de trouver quelqu'un qui veut te l'acheter. Okay? Si par chance, il y avait tapé un brevet là-dessus, ben là, on avait des chances quelque part que ça ne soit pas un échec sur toute la ligne. Mais tu sais, il n'y a pas 50 000 avenues au niveau des affaires. C'est que si personne veut te donner de l'argent, tu as bien beau avoir l'idée du siècle, c'est pas toi qui vas le faire. Non, si personne ne veut l'acheter, c'est difficile à commercialiser. C'est ça, exactement. Puis, tout dépendant du degré de maturité technologique, il y aura peut-être preneur pour ce qu'on appelle son produit phare. Si jamais c'est un inventeur en série, bien, il peut repartir avec ce levier financier-là. Sinon, en ronde de financement dans les capitales de risque, il faut qu'il y ait tant soit peu une preuve de concept. Donc, s'il n'a pas passé par un prototype accrédité par le CNRC de Paris, c'est ça, c'est plus de la théorie que de la pratique. Oui, tant que ça n'a pas été vraiment mis en marche. Oui, absolument. En tout cas, plus près de s'il veut un meilleur levier. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Osez, si vous voulez. J'en ai posé quelques-unes qui m'étaient déjà parvenues. Alors, si on n'a pas d'autres questions, de toute façon, je vous invite à tout moment, vous en avez d'autres, il vous revient j'espère que vous en aurez. J'espère que la présentation d'aujourd'hui va vous avoir fait connaître un petit peu plus comment on peut travailler avec les CCTT. En fait, l'essentiel, pourquoi on a commencé par Québec Innove, c'est pour vous dire, bien, écoutez, si vous n'êtes pas certain, appelez Québec Innove. Eux connaissent Yves, connaissent Luc, travaillent avec tout ce monde-là, sont habitués à gérer ce genre de défi-là un peu plus technique. Toutes les questions techniques aussi des entreprises, justement, nous aussi, on le voit, je pense quand on est en intervention en tant que CLD ou MRC, puis qu'on a une question d'une entreprise, on n'a pas à devenir aussi expert que vous, heureusement, parce qu'il y avait des bouts où on ne comprenait pas certains mots. Je me dis, mon Dieu, j'ai perdu un petit bout. Mais l'important, c'est vraiment de savoir qu'il y a des gens comme vous pour répondre à ces questions-là, puis aider quand nous, on n'est pas habilités à le faire. Et comme on dit aujourd'hui, c'est Chaudière-Appalaches économique avec le MEI aujourd'hui qui a permis la présentation de ceci. Je vais faire un petit sondage auprès des intervenants pour la suite, mais on prévoyait vous faire connaître d'autres CCTT parce que dans le plan d'action du CA du Chaudière-Appalaches économique, les gens avaient demandé de visiter les différents CCTT, les différentes universités, les centres de recherche. Malheureusement, ça ne se prête pas tellement avec la COVID-19. Donc, on a préféré commencer ainsi. Donc, on va vous en offrir d'autres visites comme ça, d'autres rencontres. Elles auront une autre forme. Aujourd'hui, on voulait surtout parler de comment on fait appel à eux, comment on commence un projet. Et puis, dans les prochaines présentations, on va prendre d'autres angles et on vous réinvitera. Également, on aimerait ça aussi faire des présentations aux entreprises dans un deuxième temps. Mais on voulait commencer tout d'abord par les intervenants parce que souvent, ça va passer par vous. Les entreprises, vous les connaissez. Les gens des CCTT de Québec Innove n'ont pas le temps de faire le tour de toutes les entreprises. C'est impossible. Donc, vous êtes vraiment la personne qui peut leur référer des gens pour que les projets se passent et se passent bien.
Donc, merci à tous nos présentateurs. Et puis, on va la présentation va être disponible. Je vous enverrai un lien là, pour la présentation, ceux qui n'ont pas pu y être, y assister. Également, ceux de vos équipes qui ne pouvaient pas y être, ça va nous faire plaisir de vous envoyer le lien. Alors, je souhaite un gros merci encore à M. Dessureau, M. Fournier, Véronique, Ludovic pour votre temps. C'était apprécié. Et Merci. puis aussi à tous les participants. Et puis, je vous souhaite un bel après-midi à tout le monde. Merci. Puis moi, je vous dirais qu'on a hâte de retourner dans votre belle région physiquement. Ben oui, on a hâte de vous voir aussi physiquement. Merci. Bon après-midi. Bonne journée, merci à tous. Merci. Bye bye. Bye.